On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de pratiques agro-environnementales auprès des agriculteurs de l'UPA Montérégie, une reconnaissance très attendue de la part du gouvernement. D'abord, parlons de cette entreprise Logistique Unicorp, située à Saint-Jean-sur-Richelieu, notamment dans la fabrication d'uniformes militaires, qui poursuit sa croissance en Afrique, au Togo. Une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu poursuit sa croissance, une croissance internationale avec possiblement de prochains mandats du côté du Togo. Il s'agit de l'entreprise Logistique Unicorp. Vous passez probablement devant cette entreprise-là très, très souvent sur le Grand Bernier, non loin de Pierre-Caisse. On en sait peu de choses, sinon que c'est une entreprise qui fabrique, entre autres, des vêtements, des uniformes militaires. Même cette entreprise-là a contribué, notamment au tout début de la COVID, aux fameux uniformes qu'on avait tant de besoin dans les vêtements de protection dans nos hôpitaux. Et là, on en discute aujourd'hui avec Karine Bibeau, qui est vice-présidente au niveau des ventes. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, pour la petite histoire, cette entreprise-là donc, est installée à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2006. Là, on comprend que vous avez maintenant des visées vers le Togo, mais en même temps, c'est une entreprise déjà qui a une présence internationale. Ah oui, absolument. L'entreprise a été fondée en 1993 Ouais. pour, finalement, la gestion des programmes d'uniformes pour Post Canada. Par la suite, depuis 2010-2011, on a pris une expansion internationale. On est en Australie, on est au Vietnam, on est en Allemagne, en Tunisie. Et ce qui est important, c'est qu'on crée de la valeur locale. En Australie, par exemple, on dessert nos clients australiens avec même de la production locale. Et c'est ça qu'on va faire au Togo, finalement. Bon, comment le projet du Togo s'est-il présenté? Parce que ça fait quand même quelques temps que vous travaillez là-dessus. Bien, on regardait les opportunités. Puisqu'on est en Afrique du Nord, en Tunisie, on regarde bien sûr c'est quoi le prochain continent, c'est quoi l'essor. Et le Togo est un pays francophone. Donc, c'était une belle façon de combiner nos forces. On a justement de la production locale pour le marché local subsaharien. Et dans le fond, ce pays-là, actuellement, si c'est en fait, je reprends ma question. En quoi c'est avantageux pour eux de faire affaire avec une entreprise comme la vôtre? Parce que je présume qu'en ce moment, ils doivent faire affaire avec d'autres types de fournisseurs. Donc, en quoi c'est avantageux pour eux de faire affaire avec vous? Mais présentement, ils importent ces vêtements de beaucoup d'Asie, par exemple, OK. et en Turquie. Pourtant, il y a une histoire au Togo où ils fabriquaient du textile jusqu'au début des années 2000. Donc, il y a une histoire de vêtements et de textiles locaux qui ont perdu. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment produire là-bas pour les besoins locaux, au lieu qu'ils puissent importer. Donc, c'est créer de la valeur avec des personnes qui sont, justement, il y a de la main-d'œuvre disponible, il y a de la main-d'œuvre qui était qualifiée. Ouais. Ils produisaient comme je dis, des textiles. Il y a vraiment des endroits que cette histoire-là. Donc, produire pour le marché local. N'est-ce pas merveilleux? Moi, ce qui m'avait souvent frappé quand votre entreprise s'est installée à Saint-Jean-sur-Richelieu, souvent, on nous a dit, probablement à tort, que, bon, avec le libre-échange puis la mondialisation, bon, tout ce qui est textile est fait à l'étranger, est fait en Asie, comme on disait tantôt. Or, quand on est dans du produit peut-être plus spécifique, notamment celui des uniformes militaires, dans ce cas-ci, pour Saint-Jean, on comprend que, dans le fond, le textile, c'est pas juste une affaire d'Asie. Ça peut être produit localement et tout à fait concurrentiel, là. Oui, parce que c'est des vêtements techniques. Nous, on est fiers de dire que 80 des vêtements qu'on distribue sont faits au Canada. Bien sûr, grande majorité au Québec et en Ontario. Parce que c'est du vêtement technique, c'est aussi très spécialisé des niches. On peut avoir plus que 99 différentes grandeurs pour une paire de pantalons. On ne peut pas faire des gros lots. Des fois, on a juste besoin d'un ou deux articles. Donc, bien sûr, la spécialisation, les couleurs, c'est garder, bien sûr, la constance des couleurs et des modèles à travers le temps. Bien sûr, vous imaginez une parade d'armée, vous voulez que tous les verres soient pareils. Donc, nous, on a un laboratoire textile dans notre édifice à Saint-Jean-sur-Richelieu. On s'assure d'avoir une constance de couleur, une constance de modèle. C'est sûr que le même vêtement est offert à travers les années. Non, effectivement, je pense que la comparaison serait assez particulière si on voyait une parade d'armée avec un verre qui n'est pas tout pareil auprès de ceux qui les portent, disons. Mais on parle beaucoup d'uniformes militaires, mais vous produisez également d'autres types de vêtements ou d'articles. Oui, donc l'application de la loi, c'est c'est bien sûr les militaires, mais les policiers, les gardes dans les services correctionnels, on peut avoir bien sûr les gardes-parcs, on fait Parc Canada, on fait différents uniformes, mais qui est toujours dans le côté
gouvernemental. C'est un Ouais. requis un peu plus important. Tu as une grande population, puis tu as une constance. Mais on ne fait pas seulement les uniformes, on fait aussi la gestion du programme. Ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux employés d'être imputables, de commander leurs besoins vestimentaires selon les règles. Donc, chaque personne peut aller sur le site web de logistique et commander ses uniformes puis les faire livrer à la maison ou au travail comme le client le veut. Donc, malgré cette présence internationale où c'est visé vers le Togo maintenant, il en reste que le siège social, lui, il est ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, vous créez de l'emploi dans les pays où vous vous installez, mais en quoi ces contrats-là viennent-ils, disons, bonifier le quartier général qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est quoi les impacts que ça a chez vous au siège social? Je pense que c'est une synergie. C'est sûr que pendant la pandémie, d'avoir des endroits de location disponibles où des employés, par exemple, sont disponibles à travers le monde, mais aussi, on est en train de développer, par exemple, une gamme militaire. Mais qu'est-ce qui se fait en Australie? Qu'est-ce qui se fait en Nouvelle-Zélande? On peut apprendre beaucoup des nouvelles technologies, des innovations qui sont faites à travers le monde. Donc, nos employés peuvent se parler puis voir, OK, mais le sac à dos qu'on développe pour l'armée australienne est peut-être bonne, on l'a développé pour l'armée allemande. Bien, tu sais, c'est toutes ces choses-là. Fait que beaucoup de synergie. On est fiers de dire qu'on a plus de 2000 employés à travers le monde d'une compagnie qui a été fondée il y a 25 ans au Québec. En 93, quand même, c'est impressionnant. C'est quoi l'historique, rapidement, là, de l'entreprise quand on parle de sa fondation en 93? Qu'est-ce qu'on en sait? Là? Ah, bon, je peux absolument en parler parce que c'est une histoire un peu familiale, si on peut dire. Mais ça a commencé par une compagnie de cravates, faisait des cravates pour Post Canada. Et Post Canada a décidé d'aller en impartition pour leur programme d'uniforme. Okay. Et ce qu'ils disaient, bien, il n'y a pas de compagnie au Canada qui peuvent le faire, on va aller aux Américains. Les Américains ont gagné le premier contrat. Mais le contrat a été cancellé après peu de temps. Et notre président fondateur a écrit un appel d'offres disant « Moi, j'ai une idée comment le faire. » Il a gagné le contrat avec, finalement, pas de système, pas d'employés, pas de building. Et il a bâti la compagnie à travers les années. Et là, on est plus de 25 ans plus tard. Et aujourd'hui, on parle de 2000 employés puis d'une dizaine de pays minimalement là, dans lesquels vous êtes présents. Oui, on est rendu à 7. Quand même, là. Oui. Quand même. Là, dans le cas du Togo, parce qu'on le disait tantôt, évidemment, ça fait quelques années que vous travaillez là-dessus. Là, on est rendu maintenant à quelle étape? Qu'est-ce qui vous reste à compléter avant de vous installer complètement au Togo, comme vous le souhaitez? Mais on a déjà déterminé notre endroit. Il y a un building, justement, qui est disponible sur un endroit, mais commander la machinerie, former les employés en couture, déterminer c'est quoi les types de vêtements qui sont requis dans les environs, dans l'Afrique subsaharienne, au Togo, mais on est à côté d'un grand marché. Le Nigeria n'est pas si loin. Donc, c'est vraiment, on est au tout début, finalement. On pose la première pierre, mais il y a beaucoup d'intérêt pour, justement, économiquement, pour le pays. Et aussi, c'est un pays très stable, le Togo. C'est un pays francophone, important, et stable économiquement et politiquement. On parle là-bas de quoi? D'une création de 100 à 300 emplois? Absolument. Selon le fil du temps, j'imagine. Donc, vous souhaitez être opérationnel dans quoi? 6 mois, 1 an, 2 ans? Quelle est l'échelle que vous fixez pour être pleinement opérationnel là-bas? Pleinement opérationnel, c'est une bonne question. Moi, je verrais dans la prochaine année d'avoir au moins débuté, avoir formé, avoir la machinerie. Bien sûr, comme n'importe quoi, c'est faire transformer l'édifice qu'on a identifié. On a déjà 2 employés qui sont là-bas, justement, pour gérer le début du projet. Okay. Mais visiblement, c'est pas le dernier endroit dans lequel vous allez vous installer. Je constate ou je comprends que c'est une entreprise qui va poursuivre sa croissance. Là. Oui, absolument. On regarde les opportunités. Puis, tu sais, justement, dans des pays qui sont moins connus, l'Afrique, on est en Tunisie, mais il y a une possibilité immense à travers le monde. Puis, en même temps, évidemment, je ne connais pas beaucoup votre domaine, mais il doit y exister évidemment une compétition. En quoi votre entreprise se distingue-t-elle par rapport à la compétition dans ce milieu-là là, de la fabrication de vêtements spécifiques? Je pense que c'est le fait qu'on a une présence locale puis on crée de la valeur locale. Ouais. En Australie, on a une usine, on a plus de 150 employés qui produisent en Australie. On a même fait une gamme très récente d'une gamme d'uniformes pour les pompiers qui est 100% fait en Australie, du tissu au fil à la production. La même chose en Allemagne, pendant la COVID, on a justement implanté, on a fait des masques, 112 millions de masques FFP2 avec de la machinerie faite en Allemagne, avec des employés faits en Allemagne, avec des textiles faits en Allemagne. Fait que c'était fait tout en Allemagne.
Donc, créer de la valeur locale au lieu d'importer à plus faible prix. Puis nous, c'est très technique et complexe, nos programmes. C'est faire habiller des petits groupes. L'application de la loi, bien, les vestes par balles, tout l'équipement qu'on a besoin de faire, c'est pas seulement un T-shirt en small, medium, large. Oui, c'est ça. Donc, c'est plus spécifique, c'est plus technique. Il y a une notion de qualité ou de reconnaissance de cette qualité de produit-là. Mais je présume que la majorité des pays dans le monde se tournent davantage vers le local. En fait, de ce que je comprends, c'est que quand c'est produit localement, ça a toujours une petite saveur peut-être qu'on essaie d'aller chercher. Oui, mais il y a un rapport qui s'appelle le rapport Misting qui a été fait justement de dire c'est quoi la différence de prix qui crée une valeur au Canada. Et le rapport Misting disait si tu as un 30 de différence de prix, avec toutes les retombées économiques de ton produit fait localement, ça vaut la peine. Et s'il y a une valeur que le gouvernement du pays ou de la municipalité ou de la province décide, oui, je veux cette valeur locale, bien non, on est là. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire que le paradigme un peu faussé de dire que du textile, il faut que ça soit produit à bas prix en Asie, bien, on n'est pas là du tout, dans le fond. Absolument Parce pas. que quand on fait le bon calcul, on se rend compte que finalement, c'est peut-être plus payant d'y aller localement. Ah, absolument. Je suis d'accord avec ça. Donc, le Togo, donc, on est en phase de démarrer le projet. Est-ce que c'est complexe quand vient le temps de faire affaire avec un autre pays, une autre culture, un autre gouvernement? Est-ce que finalement, vous commencez à avoir, disons, de l'expérience dans le domaine pour traiter avec... Oui, mais c'est d'avoir des employés locaux qui connaissent les règles, les règles d'art, les règles d'affaires. On a un employé, justement, togolais. On a rencontré la première ministre du Togo qui est venue visiter à Saint-Jean juste avant la pandémie, qui est Victoire Toméga Dogbe. Donc, justement, l'intérêt, est-ce que le pays a de l'intérêt? Donc, c'est d'avoir ces relations-là, s'assurer d'y aller avec les règles de l'art. Donc, une belle croissance pour Logistique Unicorp, une entreprise qui est située ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu, non loin de Grand-Bernier et Pierre-Caisse. Vous passez probablement devant assez souvent. Bien, sachez que cette entreprise-là continue cette croissance, et notamment avec un projet là, qui s'enclenche du côté du Togo. Merci beaucoup, et bonne chance à vous. Merci beaucoup, Éric. Reste avec nous. On va revenir après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vous savez, on parle souvent de pratiques environnementales. On parle ici de pratiques agro-environnementales. C'est une reconnaissance qui est très, très, très attendue pour les agriculteurs, notamment ici en Montérégie. On en parle avec le président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles en Montérégie, Jérémy Letellier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Quand on parle de pratiques agro-environnementales, ça veut dire quoi pour des agriculteurs comme vous à l'UPA? Ça veut dire plusieurs choses. Il y a quand même plusieurs gestes qui peuvent être portés qui démontrent une volonté d'améliorer notre bilan environnemental. Donc, on parle
de culture de couverture sur le sol, de maintien de résidus sur le sol pour empêcher l'érosion des sols, puis maintenir aussi les matières fertilisantes dans le sol, pas qu'ils s'en aillent par érosion dans les cours d'eau. On peut parler d'aménagement comme des haies brise-vent ou des bandes riveraines. On peut parler de réduction d'herbicides. Donc, c'est des mesures comme ça qui peuvent être adoptées sur des fermes. Et ce sont des pratiques qui sont déjà entamées, j'imagine, dans le milieu agricole. Donc, sauf qu'en même temps, pour vous, il y a comme une forme de reconnaissance qui est en lien avec ces pratiques-là qui devient, somme toute, assez importante, là. Ben exactement. C'est qu'il faut se rappeler qu'on est quand même, quand on parle de culture comme du soya, du maïs, du blé, on est sur un marché mondial. Donc, on est en compétition avec qu'est-ce qui se fait ailleurs. Souvent, on dit pourquoi, au niveau de la compétitivité, quand on pose des gestes comme ça, on amène parfois des réductions de rendement qui peuvent être significatives. Donc, on est un peu pénalisé là-dessus. En même temps, on comprend l'importance de poser ces gestes-là, mais la pression financière est là quand même. Donc, une rétribution financière pour ça, bien, ça vient un petit peu pallier à cette perte de revenus qu'il peut avoir. Parce que c'est quand même contre-intuitif d'implanter ça sur une terre dont on paye des taxes, dont on a travaillé toute sa vie pour améliorer la productivité, de dire on va prendre un peu de recul sur la productivité pour favoriser des gestes environnementaux. Il y a quand même un manque à gagner qui est à combler. Et la reconnaissance environnementale, elle vous permet quoi? Elle vous permet ultimement d'aller chercher de l'argent en contrepartie? Ou bref, qu'est-ce qu'elle vous amène directement? Ça peut être de l'argent pour pallier aux pertes de revenus. Ça peut être de l'argent aussi pour aider à mettre ces aménagements-là en place. Donc, on parle peut-être de modifications au niveau des machineries. On parle d'engager des experts, des agronomes, des aménagistes pour aménager des bords de cours d'eau, des choses comme ça. Donc, ça fait un peu partie de ça. Nous, à la Fédération du Pérou de la Montérégie, ça fait des années qu'on fait la promotion de ça. On a mis en place des programmes qui sont vraiment intéressants, mais c'est difficile d'assurer la pérennité de ça, d'assurer le financement de ça. Que le gouvernement, avec le nouveau programme, bien, il vient pallier à ça. C'est une reconnaissance, donc, qui est québécoise, mais est-ce qu'il existe aussi des reconnaissances canadiennes ou même de nature internationale à ce moment-là? Pas à ma connaissance, non. En Europe, c'est inscrit de longue date qu'il y a une contrepartie financière pour des gestes comme ça qui sont posés. Mais ici, on est vraiment des précurseurs. On peut même que nos programmes, il y a des programmes au niveau du privé. Je parlais tantôt des programmes qu'on a à la Fédération de la Montérégie, notamment le programme ALUS, qui est une initiative pan-canadienne, mais c'est au privé, c'est pas gouvernemental. Donc, que le gouvernement s'investisse là-dedans, au moins au Québec, c'est une première qui est intéressante. Est-ce que ça faisait longtemps qu'on réclamait ça? Oui, beaucoup. Dans le fond, ça fait des années qu'on parle de ces gestes-là qu'il faut poser. Puis nous, on a toujours dit on est prêt à les poser, mais il faut quand même comprendre que si c'est une demande sociétale, c'est important que la société contribue aussi, là, parce que le producteur qui assume tous les frais reliés à ça, ça amène quand même des sacrifices importants. Donc, comme je disais, on a mis en place des programmes de nature plus privée, donc des partenariats avec des jardins notamment qui sont en place, avec la Fondation ALUS. Le gouvernement vient quand même sécuriser un peu, puis aussi reconnaître que l'importance de ces gestes-là qui sont posés, puis des efforts que les agriculteurs mettent de l'avant. Est-ce qu'on sait si cette forme de reconnaissance-là existe aussi dans d'autres provinces au Canada ou si le Québec est assez précurseur là-dedans? Bien, de la façon que le gouvernement l'amène, moi, je ne suis pas au courant que ça existe ailleurs. Je sais que, par exemple, si on parle de la Fondation ALUS, il y a des provinces qui ont décidé, au niveau gouvernemental, de financer directement ALUS. Ici, c'est une formule différente. Mais l'important, c'est que la reconnaissance sociétale de ce qui est fait. OK. Donc, ce que ça traduit aussi, c'est qu'on peut faire de l'agriculture tout en ayant des pratiques qui sont environnementales et donc meilleures. Parce que je prends un parallèle peut-être pour nous, les urbains, ici en ville. Je prends l'exemple ici parce que ça me frappe. Bon, la ville de Saint-Jean est en train de regarder un règlement sur les pesticides. Quand on parle aux entreprises qui travaillent dans les pesticides, ils disent, écoutez, on les connaît, les méthodes alternatives, mais évidemment, c'est plus long, ça demande plus d'intervention, c'est plus compliqué. Mais oui, les produits existent. On est capable d'arriver peut-être pas au même résultat. Faisons le parallèle dans le monde agricole. Quand on utilise peut-être des pratiques qui sont peut-être moins invasives au niveau de l'environnement, est-ce qu'on arrive au même résultat ou si on arrive à des résultats qui sont différents à ce moment-là? Je dirais que je fais attention à ce que je dis, mais ça peut être plus difficile. Parce qu'il n'y a pas 2 années pareilles au niveau climatique, notamment. Il y a des gros changements.
quand on parle, par exemple, de plans de couverture ou de garder les résidus au sol, un automne où est-ce qu'il pleut beaucoup, puis on est obligé d'aller chercher notre récolte en faisant des traces dans le champ, à un moment donné, on n'a pas le choix de sortir la charrue pour réparer le terrain. Ça enlève les résidus. Si au niveau des herbicides, il y a des années où il y a beaucoup de pluie, où il pleut beaucoup, les mauvaises herbes poussent, mais la réduction d'herbicides est plus difficile à mettre en place. Parce qu'à un moment donné, si on veut du rendement, il faut qu'on enlève ces mauvaises herbes-là. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une tendance à l'amélioration sur tous ces enjeux-là. Ça ne veut pas dire que ça va être linéaire. Il y a des années où ça va être plus difficile. Mais généralement, les producteurs agricoles ont une prise de conscience de ces enjeux-là et sont disposés à mettre de l'avant ces gestes-là pour vraiment améliorer notre bilan environnemental. Ouais. Puis d'avoir une reconnaissance financière, ça aide à mettre ces gestes-là en place. Parce qu'en même temps, je fais un peu un bond dans le temps, mais je me rappelle, il y a 25-30 ans, quand on parlait entre autres de la pollution des cours d'eau, souvent, la première ligne qu'on entendait, c'était « Ah, bien ça a la faute aux agriculteurs. » C'est souvent comme si on vous donnait l'étiquette du mauvais joueur, de l'agriculteur pollueur. Puis à un moment donné, je présume que vous voulez aussi vous sortir de ça et devenir, même à l'opposé, proactif, là. Exactement. Je pense que tout le monde a ses responsabilités à prendre pour les enjeux environnementaux, les agriculteurs comme les autres citoyens. En agriculture, comment on peut améliorer notre bilan? C'est avec les mesures qu'on a mentionnées. Je pense que ça ne donne rien de lancer la balle à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre. Tout le monde doit y mettre du sien. C'est ce qu'on s'efforce de faire. Sentez-vous qu'il y a de l'ouverture ou de la résistance auprès de vos membres à changer ces habitudes-là? Est-ce qu'il y a un lien même avec l'âge ou les générations? Je ne sais pas. Quand vous sondez le terrain auprès de vos membres, qu'est-ce que ça vous résonne? Oui, probablement que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sur sa terre, qui a acheté sa terre, qui l'a aménagée, qui a appris à cultiver d'une certaine façon avec l'information dont il disposait à l'époque, à un moment donné, c'est un peu contre-intuitif de dire je paye des taxes sur mon terrain, je vais acheter ma terre pour la cultiver, puis là, je vais en laisser une partie de côté. Il y a une certaine évolution à faire, mais je dirais que cette évolution-là est vraiment enclenchée dans les jeunes générations qui, justement, grandissent avec ces enjeux-là, qui sont conscientisés d'avance. Oui, d'habitude, la transition se fait assez. Bon. D'ailleurs, je vous entendais parler en début d'entrevue, on parlait des différents points sur lesquels vous pouvez avoir des impacts dans les pratiques agro-environnementales. Vous avez fait référence, entre autres, aux bandes riveraines. Expliquez-nous, donc, je reviens à ça, mais à nous, les urbains, là, pour un agriculteur, c'est quoi l'importance de la bande riveraine? C'est quoi ça, la bande riveraine? Essentiellement, c'est que si on travaille le sol, on cultive le sol jusqu'au bord du cours d'eau, ça favorise l'érosion des sols. Donc, il n'y a plus de bande végétative qui retient le sol. Donc, c'est une perte de sol qui est assez importante. Puis quand il arrive un gros coup d'eau, là, on peut voir des coulées qui se forment dans le champ avec le sol qui s'en va. Puis le sol, il ne se renouvelle pas automatiquement. Donc, c'est une perte nette qui est importante. Fait que la bande riveraine va retenir le sol. L'autre chose aussi, si on parle de cultiver jusqu'au bord de la bande riveraine, si on n'en a pas, ça implique l'utilisation d'engrais chimiques, l'utilisation de pesticides, qui a des chances de se ramasser dans les cours d'eau. Fait que c'est sur ces deux volets-là. Intéressant. Et donc, revenons donc à cette reconnaissance de la part du gouvernement, cette reconnaissance gouvernementale. Est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps? Est-ce qu'on va rajouter certains éléments ou si vous pensez qu'on va rester avec ça pendant un certain temps? Pour tout de suite, le gouvernement s'est fixé des objectifs pour une cible 2030, donc diminution de 500 tonnes de pesticides, diminution de 25 je pense, d'engrais azotés, des objectifs comme ça. Alors, on va voir avec le temps. C'est sûr que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on se donne 8 ans pour voir où ça va aller. Okay. C'est 14 millions de dollars par année pour les producteurs. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on va voir que l'enveloppe va être à court rapidement? Ouais. Ça va rester à voir. Là. On va le voir dans le déroulement des événements pour les prochains. Bon. En terminant, au sens plus large, actuellement, à l'UPA Montérégie, quels sont les principaux enjeux sur lesquels vous travaillez là, ces semaines-ci? Il y a toujours les enjeux du programme de crédit taxe. Malheureusement, on aurait aimé ça penser qu'avec la réforme qu'il y a eu l'an dernier, c'était réglé, mais il y a eu des ratés informatiques à ce niveau-là. Donc, il y a des producteurs qui n'ont pas obtenu leur crédit taxe encore une fois cette année. On leur les encourage fortement à avertir le MAPAC pour leur faire part de la situation. Puis on espère que les municipalités vont être compréhensives et n'imposeront pas des frais aux producteurs qui n'ont pas à supporter ces liquidités-là. Au niveau de la sécurité du revenu, je dirais qu'il y a des secteurs d'activité qui sont inquiétants actuellement, là, dans le port notamment, où est-ce que là, il y a une crise au niveau de l'abattage. Donc, les grains ont augmenté de prix significativement.
les producteurs engraissent des cochons de plus en plus gros qui mangent de plus en plus, qui ne sont pas capables de les abattre. Fait que ça, c'est difficile. Bon, puis je sais qu'on s'en était parlé il y a 2 ans, au début de la COVID, parce qu'il y avait l'enjeu des travailleurs étrangers qui, malheureusement, là, avec la COVID au printemps 2020, on ne savait pas si on était capable de les faire venir ici. Là, on est 2 ans plus tard, mais de ce que je comprends, ça reste encore un enjeu, ça, les travailleurs étrangers. Là. Oui, effectivement, vous faites bien de le mentionner. Là. Il y a aussi eu des ratés informatiques dans le traitement des dossiers des travailleurs étrangers. Fait que ça a occasionné des retards importants dans le traitement. Ça, il y a eu un bon coup de barre qui a été donné par le gouvernement fédéral pour remédier à la situation. Fait qu'on est en train de rattraper ce retard-là, puis on a bon espoir que les travailleurs vont arriver à temps. Maintenant, il y a une pénurie de main-d'œuvre partout, puis il y a des secteurs d'activité économique qui se disent on va aller piger chez les producteurs, les travailleurs étrangers qui travaillent sur des fermes pour les entreprises. Donc, on essaye de réguler ça un peu pour dire si les travailleurs viennent au Canada pour travailler en agriculture, il faut qu'ils travaillent en agriculture. Oui, ça, je vous comprends, parce que là, si en plus, vous les faites venir ici, puis qu'en quelque part, on vous les vole pour aller dans d'autres secteurs d'activité, vous n'êtes pas plus avancé. En plus que le producteur a payé le billet d'avion, il a occupé toute la paperasse, tous les frais administratifs, et il a besoin de ces travailleurs-là pour assurer la survie de son entreprise. Fait que, à un moment donné, il faut trouver une façon de contrer ce phénomène. Jérémy Letellier, président de l'UPA Montérégie, merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci, M. Latour. Bonne fin de journée. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Si vous êtes artiste, vous savez probablement qu'à chaque année, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu procède à un programme d'acquisition d'œuvres d'art. Donc, si vous désirez soumettre vos œuvres, vous avez jusqu'au 27 février pour le faire. Pour aller chercher le formulaire ou avoir toute l'information disponible, cliquez tout simplement maculture.ca. À demain. Bye bye.